L'Afrique de façon élargie et la sous-région ouest africaine en particulier sont le théâtre depuis quelques décennies d'une guerre géopolitique avec la percée des puissances de l'Est, de l'ex-bloc de l'Est, en l'occurrence la Russie et la Chine. Devoir de vérité ouvre dans ce numéro le débat autour des accusations de pillage des ressources africaines dont la France est régulièrement l'objet. L'on parlera aussi des implications de la rencontre à l'Élysée entre l'actuel président sénégalais Diomaye Faye et Emmanuel Macron sur le plan géopolitique. Merci à vous de nous suivre. Merci également à nos consultants qui nous ont rejoints sur ce plateau. Laurent Monti, politologue, Jean-Richard Nguesson, journaliste, Jean-Marc Kwame, expert en politique publique, et depuis le Gabon, notre confrère Raoul Christophe Bia, qui nous a apporté sa contribution que vous aurez l'occasion d'entendre au cours de ce tournage. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur Raymond, et merci de me recevoir sur votre plateau. Laurent Monti. Bonjour, monsieur Hadji, et bonjour à tous. Jean-Marc Kwame. Bonjour Raymond, bonjour à tous. Bonjour à tous les contributeurs et tous les internautes. Merci bien. Voilà. Jean-Richard Nguesson, quelle est votre lecture justement de l'évolution des relations franco-africaines depuis donc les indépendances jusqu'à présent? Alors, je dirais d'entrée de jeu que ces relations ont subi énormément de mutations. Les relations de la France et de l'Afrique des années 60 ne sont pas les mêmes relations qu'en 1980 ou qu'en 1990 ou qu'aujourd'hui. Parce qu'à l'indépendance, il était loisible de voir des coopérants français dans les couloirs de nos palais, il était loisible de voir des coopérants français dans les différents ministères, il était loisible de voir aussi des coopérants français dans la plupart de nos ministères. Mais aujourd'hui, il y a une nette évolution. Après le discours de la Baule, il y a eu des changements. Aujourd'hui, il y a des changements avec la population africaine, cette jeunesse africaine qui veut voir des changements. Je pense que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolution au niveau des rapports et des relations entre la France et l'Afrique. Laurent Monti, vous qui êtes politologue, donc qui suivez véritablement l'évolution de ces choses-là, donc avec toutes les mutations que nous connaissons, les différentes crises entre nos États souverain aujourd'hui et l'ex-puissance coloniale, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont positivement évolué depuis quelques décennies quand même, surtout depuis le discours de la Baule, le repère que prenait Jean-Richard Nguesson à l'instant? Déjà, d'entrée de jeu, je commencerai par dire que quand on parle des relations franco-africaines, il faut savoir de quoi on parle. Il y a 54 pays en Afrique. Est-ce qu'on parle des relations de la France avec les 54 pays africains? Avec ses anciennes colonies. Avec ses anciennes colonies. Donc, c'est les relations entre la France et ses anciennes colonies. Parce que, bien évidemment, les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont différentes des relations et de la charge affective et historique entre la France et le Nigeria, par exemple. Donc, si on doit parler, pour circonscrire le débat des relations entre la France et ses anciennes colonies, et bien évidemment, par la force des choses et par la force du temps, les choses sont obligées d'évoluer. D'évoluer, bien évidemment, en fonction des sensibilités politiques en France, au pouvoir. On sait que, par exemple, le discours de la Baule, c'était sous François Mitterrand, donc la gauche au pouvoir. On sait que la droite a suivi une ligne gaulliste. On sait aussi que la gauche a essayé un petit peu de modifier les choses, mais il y a la réalité des choses, c'est que la réelle politique veut que la France réagisse d'abord à la logique de ses propres intérêts. Et donc, quand on parle d'évolution, c'est vrai que moi, je pense que l'évolution est davantage dû au changement qu'il y a eu en Afrique, et notamment dans la société civile africaine. Je pense qu'on en parlera durant nos échanges. Je pense que le changement est plus imposé par la partie africaine que par la partie française, parce qu'on a vu la succession de chefs d'État qui, à chaque fois qu'ils arrivent en fonction, ils disent qu'ils vont faire évoluer les relations entre la France et l'Afrique. Certains ont même dit qu'ils allaient faire disparaître la France-Afrique, mais la réalité montre qu'il y a une sorte de continuité dans la politique française de l'Afrique. Et maintenant, moi je pense qu'il faut plutôt regarder la politique africaine, la politique française de l'Afrique. Parce qu'on regarde beaucoup plus la politique africaine de la France, mais est-ce qu'on peut parler d'une politique française de l'Afrique au regard des dynamiques qui sont en jeu actuellement, notamment on parlera de l'AES, des pays qui sont restés, on va dire, plus ou moins proches de la France, des pays qui veulent s'en émanciper. De ce point de vue-là, oui, il y a une évolution. Jean-Marc Kwame, vous partagez le même avis que Laurent Monti, parce qu'il y a eu quand même, depuis le début des années 2000, un certain désengagement progressif de la France sur le plan militaire notamment, qui intervient de moins en moins
dans la gestion des conflits ou des situations politiques en Afrique. On a vu avec la Côte d'Ivoire en 1999. La France n'a pas intervenu militairement pour rétablir, par exemple, le régime du président Bédié déchu par un coup d'État. On a vu d'autres successions d'événements dans lesquels la France n'a pas forcément jugé utile, vu les mutations qui s'imposaient, on en parlait à l'instant, d'intervenir directement. Merci Raymond. Je partage effectivement le même avis que Laurent. Et je vais le nuancer aussi sur la question des intérêts économiques. Effectivement, la France va partager des intérêts avec toutes ces anciennes colonies, mais surtout des intérêts économiques assez particuliers. Parce que le rapport entre la France et certains pays diffère de certains pays. Quand vous prenez le rapport entre la France et le Tchad, ce ne sera pas le rapport entre la France et le Mali, entre la France et la Faso, entre la France et le Sénégal, entre la France et la Côte d'Ivoire, entre la France et le Gabon, et entre la France et la France. Donc, en fonction des intérêts économiques, il s'agira aussi d'une politique bien précise. Quand nous prenons, à titre d'exemple, comment est-ce que la gestion de l'après Idriss Déby, nos pères, avec son fils Mahamat, et quand vous prenez la gestion d'après au Mali, il y a eu, on a été tous scandalisés. Quand on prend le cas aussi de l'après Bongo avec le général Oligui et certaines autres zones de l'Afrique où il y a eu des coups d'État. Donc vous voyez qu'il y a un rapport de force qui est différent. Et c'est là que je rejoins Laurent où je dis il faut maintenant voir l'approche africaine de la France et non forcément la politique française en Afrique. Parce que bien souvent, c'est nous aussi qui demandons la main. Donc il faudrait voir aussi au niveau des politiques africaines quel est le rapport de force ou quelle est la politique qu'il veut maintenir avec la France. Je pense qu'on devrait orienter aussi ce débat sur cette question-là véritablement. Mais c'est pour aborder assez rapidement dans le même sens, il faut dire qu'il y a quelques années ou il y a quelques décennies en arrière, la France se permettait de défaire certains régimes. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une nette évolution. Ça date quand même de très longtemps, depuis 60-70 quand même. Mais n'empêche qu'on a vu ce qui s'est passé aussi en Côte d'Ivoire, on voit quelques opérations de la fois dans certains pays, on voit l'appui à certains régimes autocratiques. La Libye. La Libye, on voit... C'est plus proche de nous. C'était pas dans les années 70, la Libye, c'est beaucoup plus proche de nous. De quelle période en Côte d'Ivoire? 2010-2011, électorale? On avait l'implication de la France. De l'ONU, sur vote de l'ONU. Alors pourquoi c'est important de le préciser? Justement, avant d'en venir pour ne pas sur recommandation de l'ONU, pourquoi c'est pas l'Allemagne qui était là? Pourquoi c'est la France qu'on a mis en avant? Parce que la France a proposé un projet de résolution à l'ONU. Alors, Jean-Marc Kwame, sur le plan économique, là, je retourne vers vous très vite parce que vous êtes justement expert en politique publique et là, très souvent, beaucoup d'Africains estiment que la France conserve une mainmise sur les économies de nos États. On prend le cas d'un pays comme la Côte d'Ivoire où le premier partenaire commercial est la Chine, donc de très loin devant la France. Et la Chine est présente dans pratiquement tous les grands secteurs clés de l'économie nationale. Justement, est-ce que cela ne montre pas que la France progressivement est en train de lâcher du lest avec un éventail de choix plus large pour nos dirigeants? J'appelle ça des accusations populistes parce que jusqu'à présent, personne n'a pu nous démontrer. Quand nous prenons même au niveau économique, la France a des représentations à travers des entreprises. Bien souvent, les Ivoiriens ne savent pas ou les Africains ne savent pas que ces entreprises-là fonctionnent avec des capitaux. Et bien souvent, les capitaux même nationaux sont supérieurs à ceux de la France. Bien souvent, par exemple, quand on prend le cas d'une entreprise comme une banque comme la Société Générale, la Société Générale, au niveau de la Société Générale, la France est en train de sortir du capital de Société Générale Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on dira encore que la France a la même mise? Donc souvent, les politiques usent de la méconnaissance de certaines données de la population pour développer un discours populiste. On peut se dire que c'est de la manipulation de masse. Parce que quand vous prenez le rapport économique et commercial, la France est bien loin d'ailleurs. Et bien souvent, si vous vous rappelez, je ne sais pas c'était quel président qui avait demandé un programme spécial avec Hubert Védrine et un ancien banquier qui est aujourd'hui un candidat possible en Côte d'Ivoire, qui ont travaillé sur un projet pour une reconquête de la France en Afrique. Donc ça veut dire que la France s'est bien rendu compte qu'économiquement, elle n'est plus à la page. Et puis, avec le développement de nouvelles élites, une émancipation des jeunes sur le continent africain, il faut changer le rapport de force. Donc, clairement, économiquement,
Et c'est le même cas quand vous prenez les pays de l'AES. La France est généralement le 5e partenaire. Je pense que c'est une idéologie qu'on essaie de maintenir pour présenter un langage populiste et autres. Je rappelais à l'instant que même dans les secteurs miniers dans ces différents pays, justement, qui constituent donc le socle de leurs économies nationales, il n'y a presque pas de capitaux français. Ce sont plutôt des entreprises anglo-saxonnes, tout comme en Côte d'Ivoire d'ailleurs, qui occupent ces différents secteurs-là. Or, ce sont des secteurs stratégiques de ces différents de nos économies. Mais ce sont des secteurs stratégiques, mais un secteur stratégique aussi a besoin de capitaux. Si les capitaux nationaux ne peuvent pas embraser tout ce secteur et que nous sommes dans un monde libéral, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, ce n'est même pas nous les investissements français qui sont prépondérants. Jean-Richard, une question sur la question. Il y a une diversité de diversification de partenaires. Voilà, une diversité de partenaires économiques qui viennent. Je vais investir dans les mines, j'ai les capitaux, je regarde si ça m'intéresse, j'y vais. Il faut dire aussi que ces accusations résultent de l'histoire qu'a la France avec l'Afrique, ou les rapports entre la France et l'Afrique. Depuis 1960, dans la conscience générale, dans la conscience populaire, il est dit que la France a contribué à estorquer l'Afrique, à piller les ressources, les matières premières, à piller le pétrole. Donc, avec le temps, cela est resté dans la mémoire collective, même avec l'évolution, même avec l'implication aujourd'hui fortement de la Chine en Afrique, des populations où certaines personnes ont tendance à croire ou à toujours dire que la France a une mainmise sur les matières premières. Je pense qu'il y a une évolution à ce niveau-là et il faut nuancer les choses. On a comme l'impression que chaque fois que l'on voit une entreprise, par exemple russe surtout, qui se déclarent dans un secteur économique dans nos pays, c'est bon, c'est parfait, c'est correct, il faut. Voilà. Tout comme d'autres IDE se signalent, on se dit, mais tout à là, c'est encore le pillage, l'esclavage, tout ce qu'il y a. Qu'on le veuille ou pas. Dans les années 60, 70, 80, la France avait une mainmise sur la plupart des minéraux en Afrique, qu'on le veuille ou pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une nette évolution, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est resté dans la mémoire collective et enlever cela de l'esprit des uns et des autres, c'est pas toujours très évident. Laurent Monti, vous aviez envie de... Pour rebondir sur ce que Jean-Richard a dit, tout cela, il faut partir d'une idéologie. Quand vous prenez l'idéologie ou la sociologie de la colonisation, elle est différente pour des pays francophones, pour des pays anglo-saxons, ou des pays lusophones. Anglophones. Voilà, pour les pays anglophones. Quand vous regardez, après la phase de la colonisation, il y a une certaine liberté qui a été donnée à ces pays-là pour pouvoir s'auto-administrer. Ça n'a pas été le cas de la France. Mais prenons un exemple, comme un pays comme l'Afrique du Sud. Après la colonisation, on est rentré dans une forme de ségrégation, où il y avait une mainmise totale de tout ce qui était minerais et autres, et ça continue encore. Mais pourquoi est-ce qu'on crie, mais on ne crie pas tellement fort sur ce pays de l'Afrique du Sud? On est bien d'accord que l'Afrique du Sud est développée, c'est le fleuron de l'Afrique. Les Sud-Africains, l'ANC est au pouvoir avec une hausse de la corruption, une mauvaise gouvernance, mais atroce. On le voit. Voilà, donc ce n'est pas véritablement. Et ça continue. Et c'est la mauvaise gouvernance des dirigeants de l'ANC. Les élections ont pu le démontrer. Absolument, avec le recul. On a une part de responsabilité aussi. Nos dirigeants ont une part de responsabilité sur ce qui arrive. Et il faudrait qu'on mette l'accent là-dessus et pas toujours chercher l'étranger. Laurent Monti, vous aviez envie de réagir, je le sens. D'accord, merci de me donner la parole. J'étais en train de bouillir un petit peu. Allez-y. Pourquoi on voudrait faire comme si il n'y a pas eu la période des indépendances, comme disait Jean-Richard Guesson? Pourquoi on voudrait faire comme si, lorsque la Guinée a dit non au général de Gaulle, il n'y a pas eu des choses qui ont été faites pour que la Guinée, l'économie de la Guinée ne se développe pas? Pourquoi on voudrait faire comme si... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je sais que vous aimez énormément la France. Non, mais sortez nos éléments. On aime tous la France, mais la question n'est pas ça. C'est pas là la question. La véritable question est de savoir qu'il y a eu une histoire forte entre la France et ses anciennes colonies. Et cette histoire passe aussi par des contrats, des accords qui ont été signés. Mais je n'ai pas forcément le détail de ces accords, mais tout de même, on sait qu'il y a des accords qui ont été signés avec, par exemple, le Gabon, la Côte d'Ivoire et la France. Ces accords n'ont pas été signés avec la Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire et la Russie, ou la Côte d'Ivoire et la Turquie. Ils ont été signés avec la France. Et donc, ces accords incluaient bien évidemment des accords politiques, des accords économiques, l'exploitation de certaines richesses par la France. Maintenant, les choses ont évolué. Nous sommes aujourd'hui en 2024.
théâtre. Et la France elle-même, elle collabore avec la Russie qui est sous sanction. Le gaz russe continue d'être acheté par les Français. Donc aujourd'hui, c'est une question de souveraineté. Lorsque vous n'avez pas la même mise sur votre monnaie, lorsque vous n'avez pas la même mise sur, même vous avez des bases militaires françaises encore en Afrique, vous avez votre monnaie qui est fabriquée en France, c'est un petit peu normal que la perception des Africains soit celle-là, même si aujourd'hui, vous l'avez dit Jean-Marc, la France n'est plus le premier partenaire, par exemple, de la Côte d'Ivoire, mais la France continue de fabriquer la monnaie de la Côte d'Ivoire. La France a une base militaire en Côte d'Ivoire, chose que n'a pas la Russie, chose que n'a pas la Turquie, chose que n'a pas l'Iran. Donc c'est un peu normal que les Ivoiriens ou les Africains estiment que la France joue encore un rôle prépondérant, notamment sur le plan politique. Lorsque la Chine investit en Côte d'Ivoire, la Chine ne s'intéresse pas aux affaires politiques de la Côte d'Ivoire. La Chine vient faire ses affaires, son business, mais lorsque la France, et je pense que c'est une question de perception, Jean-Richard l'a dit, les gens perçoivent encore la France de telle sorte parce qu'elle a encore une base militaire en Côte d'Ivoire, parce qu'elle a encore un lien avec le franc CFA. Si la France veut véritablement changer les choses, qu'elle décide elle-même, même si les pays africains ne le veulent pas, elle décide qu'aujourd'hui, moi, la France, en raison de mes intérêts, j'estime que le franc CFA m'apporte une trop mauvaise image en Afrique, donc j'arrête le franc CFA. Je retire toutes mes bases militaires, débrouillez-vous. Là, on comprendrait les choses différemment. On va justement écouter à ce propos le confrère Raoul Christophe Biya du Cameroun, enfin, qui est un Camerounais qui exerce au Gabon actuellement. Et on revient justement pour aborder la question monétaire du franc CFA. Ce sont des questions existentielles qui tarotent les esprits de tous les Africains aujourd'hui. Je crois qu'on a déjà mis la France sur le banc des accusés. Quand on a vu tout ce vent de révolution, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, des coups d'État et qui avaient pour cible principale la République française. Moi, en tant que journaliste et observateur de la scène politique africaine, est-ce que je peux dire que la France est responsable de la débâcle du développement des pays africains? Non. J'irai tout go en disant non, parce qu'on peut aussi reconnaître que certains États africains n'ont pas fait preuve de beaucoup de responsabilités à un moment. On peut décrier cette façon que certains dirigeants africains des pays francophones ont à modifier systématiquement la Constitution pour s'éterniser au pouvoir et laisser parfois des crimes financiers impunis. Vous verrez dans beaucoup de ces pays, il y a beaucoup de milliardaires qui sont des hauts commis de l'État qui ont puisé dans les caisses. Est-ce que c'est la France qui est responsable de ces pillages? Nous dirons non. Certes, la métropole, le colon français a sa part de responsabilité, peut-être pour n'avoir pas lâché du lest très tôt, en laissant libre aux États africains de décider eux-mêmes de leur souveraineté monétaire, souveraineté économique, ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, la question existentielle de ces pays, c'est la souveraineté monétaire. Emmanuel Macron l'avait fait savoir que personne n'est contraint à rester dans le franc CFA. Il faut véritablement que les pays de la zone franc s'asseyent et pensent une nouvelle politique de sortie de façon mutuelle de la zone franc. Parce que c'est là où le bas blesse par rapport à ce que certains qualifient de la mainmise de la France dans les États africains. Et évidemment, lorsque les gens se révoltent contre un système, ils se rapprochent d'un autre. Et l'oncle russe, j'ai envie de l'appeler comme ça, qui s'est positionné comme le parrain de tous ces États révolutionnaires, qui ne se mêlent pas de leurs problèmes, qui ne leur dicte pas sa façon de faire, qui ne leur parle pas des questions de démocratie, des questions de bonne gouvernance, qui leur déroule le tapis rouge, eh bien, ils se sont rapprochés de la Russie. La Russie, elle aussi, qui avait envie d'accroître son influence en Afrique. Et donc, elle boit du petit lait en voyant les révolutions des palais quand on voit dans ces pays d'Afrique francophone. Et donc, aujourd'hui, les investisseurs français souffrent le martyre dans plusieurs de ces pays, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger, où aujourd'hui leurs intérêts sont sérieusement menacés. Voilà donc ce qu'en pense le confrère Raoul Christophe Biya, qui est actuellement au Gabon, donc depuis quelques temps, où il s'est installé. Alors là, on revient justement sur la question monétaire. Jean-Marc Kwame, Laurent Monti parlait tout à l'heure, ou évoquait le lien séculaire donc, qui existe d'après ce qu'il développait. Il y a ce cordon ombilical-là qui continue donc de nous rattacher à la France et qui donne justement l'impression qu'il y a une mainmise de la France sur nos économies.
On sait que depuis 2019, le président Macron a donc donné la latitude à tous les États africains de sortir du franc CFA, même bien avant lui-même, le président Jacques Chirac l'avait fait en son temps, en 2005, avec la Côte d'Ivoire. Macron l'a réitéré en 2019. Et depuis même 2019, on sait aussi que les avoirs de nos États ne sont plus donc conservés au sein du Trésor français. Ça, c'est pas vrai. Il y a donc, si depuis 2019, c'est le cas. Veuillez revoir vos archives, c'est très important de le faire. Et on sait aussi que 12 pays, hormis les pays de la zone franc, il y a d'autres pays dont les monnaies sont aussi frappées. En France, on a entre autres la Tunisie, le Burundi, la Namibie ou encore la Zambie. Votre avis justement sur la question du lien monétaire? Ok, merci Raymond. Merci aussi pour l'analyse de Laurent. D'abord, premier point, sur la question militaire. Pour moi, la présence d'une base militaire revenir justement oui, déjà, non, je vais revenir sur la question économique et monétaire surtout, mais déjà militairement, la présence d'une base, d'une grande puissance, ça ne me gêne pas en soi. C'est le cas en Allemagne avec les États-Unis. Est-ce qu'on pourrait dire l'Allemagne avec les États-Unis ou les Philippines ou je crois la Thaïlande avec les États-Unis? Comme la Corée du Sud. Voilà. Également. Ça ne me dérange pas forcément. Ça, c'est un premier point. Maintenant, sur la question monétaire, la monnaie, c'est quelque chose de très important. Ça va avec la performance économique, surtout à l'export. OK? Donc, frapper sa propre monnaie, c'est bien. Ça ne dérange pas. Mais c'est la convertibilité de votre monnaie à l'international qui pose un problème. Et il faut savoir jouer là-dessus. Et est-ce que nous sommes capables aujourd'hui, d'assumer à nous-mêmes, à nous seuls, cette possibilité? Quand nous savons que la question monétaire aussi agit sur la question de la dette. Il y a tout un contour qui est derrière cela. Et moi, je suis pour une monnaie sous-régionale, déjà. C'est-à-dire, c'est un concert de nations qui se mettent ensemble et qui ont une seule monnaie. Je suis d'accord pour cela. Qu'elle porte un nom, franc CFA, qu'elle porte un nom autre, ECO, ça ne me dérange pas du tout. Pourvu que cette monnaie soit stable. Pourvu que cette monnaie soit stable et nous aide à avancer. Il faudrait qu'on prenne nous-mêmes notre responsabilité. Pourquoi nos États, pourquoi nos présidents, jusqu'à présent, ne décident pas? C'est parce que il y a des intérêts, il faut faire très attention. Il y a des exemples de pays qui sont tout juste à côté, mais qui souffrent. Monsieur Monti a parlé tout à l'heure de la Guinée. Un des problèmes de la Guinée, c'est surtout sa monnaie. La monnaie guinéenne est très faible. Ça fait que pour ses exportations, la Guinée n'en tire pas forcément profit. Ça, c'est une des questions. C'est ce genre de benchmark qu'il faut faire pour pouvoir prendre la question de la monnaie avec assez de parcimonie. Voilà ce que je pourrais dire sur la question de la monnaie. Je suis d'accord pour une monnaie, qu'elle porte le nom franc CFA, ECO, ou tout ce qu'on veut, mais il faudrait qu'on la prenne avec responsabilité. Il faut également rappeler que le Mali, au début des indépendances, donc avec Modibo Keïta, était sorti du franc CFA librement et elle-même y est retournée justement parce qu'elle y trouvait mieux ses intérêts. Il faut le préciser également. Jean-Richard Nguyen, moi, je souhaiterais dire que lorsqu'on aborde les questions de souveraineté, qu'on le veuille ou pas, la question de la monnaie revient forcément. Quand on évoque la souveraineté, on fait forcément référence à l'aspect économique, on fait référence à la monnaie, on fait référence à la présence militaire. Et pourtant, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le fait d'être affilié depuis des décennies à la France via le franc CFA pose problème pour un bon nombre, pour une certaine opinion africaine. Forcément. Et la présence militaire, comme Laurent l'a dit, pose également problème. Donc, je pense que c'est des aspects que la France doit aborder assez frontalement avec les dirigeants africains. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est des aspects, c'est des questions qui posent problème aujourd'hui dans nos États. Et la France, si elle veut se départir de cette connotation assez négative qu'elle a en Afrique, doit pouvoir aussi se départir, pourquoi pas, de la question monétaire, de la présence militaire et essayer, pourquoi pas, de soigner aussi son image en Afrique. Très bien. Laurent Monti, on en parle. Hein. Là, je pense que le 21 décembre 2019, il y a eu donc l'accord de révision des conditions donc, de collaboration monétaire entre la France et les États donc, qui utilisent le franc CFA comme monnaie.
Je le disais tantôt, depuis 2019, les avoirs de nos États ne sont plus conservés au Trésor français. Il y a eu évolution à ce niveau-là et nos pays sont libres d'en sortir. Je vais poser une question à Jean-Marc Kwame, vous qui êtes expert en économie, avant de répondre à votre question. Les pays africains n'ont plus d'argent sur les comptes du Trésor public français? Bon, je vais pas me jouer les premiers responsables du Trésor français pour ne pas dire j'ai pas. Mais dans les accords du franc CFA, dans les accords, on prit fin dans en les 2019. les accords économiques qui avaient été faits, une partie des exportations était logée surtout sur les comptes du Trésor public, les comptes spéciaux du Trésor. Ce qu'on appelle les comptes d'opération. Voilà. Et une partie pour assurer la convertibilité entre le franc CFA et l'euro. Exactement. Et une partie aussi de notre or. On va avancer sur la question. Dans les caisses de la BCEAO. Mais je vais répondre à votre question. Une partie de ce tort-là était aussi conservée au Trésor public parce que c'était ça qui assurait la garantie de la convertibilité. Sur la question des bases militaires françaises, c'est pas une question d'être pro-français ou anti-français, il ne s'agit pas de ça. Parlons justement de l'économie. Répondons à la question sur l'économie, sur la monnaie. Revenons à la question monétaire. Ce que vous avez C'était évoqué. quoi la question? La question était justement, on a évoqué tout à l'heure donc tous les aspects résultant donc de la fin de la coopération monétaire, donc du franc CFA qui date du 21 décembre 2019, entre la France et les pays utilisant donc le franc CFA comme monnaie, donc qui donne donc la latitude à nos États de sortir du franc CFA librement, tranquillement. Nous y sommes encore. Vous parlez tout à l'heure donc d'exploitation ou de piétinement de notre souveraineté par la monnaie. Non. Je voudrais que vous rebondissiez là-dessus sur l'aspect monétaire. Revenons à ce point. La souveraineté d'un État repose sur quoi? La maîtrise de son armée, la maîtrise de son territoire, la maîtrise de son économie, la maîtrise de sa monnaie, pouvoir frapper monnaie, avoir un drapeau, etc. Je ne dis pas que nos États ne sont pas souverains, mais le Ghana, parce que moi je pense qu'on se dit il faut avoir peur, attention, il ne faut pas sortir, etc. Mais à un moment donné, liberté égale responsabilité, prise de risque. On ne peut pas se dire qu'on va être souverain et puis on ne gère pas son portefeuille, on ne gère pas sa bourse, on ne gère pas sa monnaie. On ne peut pas dire qu'on va être souverain et puis notre sécurité est assurée par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il faut le dire, le franc CFA d'Afrique centrale n'a même pas de convertibilité véritable avec le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Et je rappelle qu'à l'origine, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. On est bien d'accord là-dessus, même si sémantiquement ça a changé, et même si on va passer à l'euro, mais dans le fond, ce que je dis, c'est que nos États, je suis d'accord avec Jean-Marc, doivent pouvoir frapper monnaie. Et on parle d'éco, c'est un très bon projet. Moi, je ne dis pas forcément que c'est une question d'être contre la France, de dire qu'on veut gérer notre propre monnaie. Pour revenir sur les bases militaires, mais comment est-ce que vous interprétez le fait, par exemple, permettez-moi de revenir. Il faut que nous ayons notre propre monnaie. Revenir sur le fait. Je vais rebondir sur le fait que je pose la question, s'il vous plaît, vous nous invitez. Non, parlons de la monnaie. Vous me posez une question, vous me laissez répondre. Parlons du franc CFA. Il y a dans une minute, vous allez reprendre la parole. Merci beaucoup. Quand les Américains sont venus libérer la France avec les Alliés, ils ont voulu garder des bases militaires sur le territoire français. La France a refusé. Et c'est ce même droit-là que nous devons pouvoir avoir, nous, pays africains, de dire que je suis d'accord pour avoir une base militaire française chez moi, ou je suis d'accord pour ne pas avoir une base militaire française chez moi. Mais ce choix-là, j'ai l'impression que... Pardon? Est-ce qu'on n'a pas ce droit? Eh bien, demandez à l'ONU si on a ce droit ou pas. Mais en tous les cas, les bases militaires doivent répondre à la volonté des États. Pourquoi donc il y a eu des escarmouches lorsque les Nigériens ont demandé à l'armée française de quitter leur territoire? Pourquoi il y a des escarmouches lorsque les Nigériens demandent aux Américains de partir? Pourquoi on demande aux Nigériens de ne pas vendre leur pétrole, leur uranium à l'Iran? Qui leur a demandé? Les États ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Il y a la notion de souveraineté. La France collabore avec l'Iran, la France collabore avec qui elle veut. C'est aussi le droit du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de collaborer avec qui il veut, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan, tous les plans, un État peut collaborer avec qui il veut. C'est juste ça, une question de respect de la souveraineté des États. On ne peut pas venir d'un autre pays imposer, vous devez collaborer avec Permettez qu'on avance sur certains points que vous avez développés. Je rebondis là-dessus parce que là, vous sortez un élément qui est très important. Vous dites que nos États doivent avoir et que la France empêcherait le Niger de vendre son uranium. Je viens parce qu'ils doivent avoir le droit. Est-ce que vous avez des éléments tangibles? Il doit pouvoir collaborer avec qui il veut. Est-ce que vous avez des éléments tangibles? Il y a deux choses. D'abord, je disais tout à l'heure, à l'instant, qu'il n'y a pas que les pays utilisant donc le franc CFA qui frappent leur monnaie en France. Il y a 12 autres pays africains, la Tunisie, les Comores, la Namibie, le Djibouti, je viens, donc ils ne frappent pas leur monnaie. Permettez que je poursuive. C'est un premier élément. Et deuxième chose, vous avez dit que le Niger doit être libre de diversifier ses partenaires dans la coopération minière. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Je vous pose la question. Oui, je vous pose la question puisque vous sortez l'élément. Est-ce que vous n'avez pas, Raymond Hadji, assisté au... Je vous pose la question.
Oui, mais je réponds. Allez-y. Est-ce que vous n'avez pas assisté, nous avons tous assisté, aux tensions diplomatiques entre la France et le Niger? Suite à un coup d'État militaire. Pardon? Suite à un coup d'État militaire. Au Niger, c'était des régimes. Oui, coup d'État militaire ou pas coup d'État militaire, c'est le problème des Suite à un coup d'État militaire. C'est le problème des Nigériens. C'est pas le problème des Français. C'est votre point de vue. Lorsque le général de Gaulle... On va avancer, permettons à... Me poser une question, j'ai le droit de répondre. Enfin, c'est peut-être que assez la réponse rapide. ne vous plaît pas, mais c'est ma réponse. Et Allez-y. je l'assume pleinement. Lorsqu'il y a eu les événements, lorsqu'il y a eu les gilets jaunes en France, est-ce que le Niger, la Côte d'Ivoire est allé dire attention, vous êtes en train d'éborgner les gens? C'est un problème français, les Français le gèrent comme ils veulent. Il y a un coup d'État au Niger, les Nigériens gèrent leur pays comme ils l'entendent. C'est tout, c'est un droit qui est accordé à Ok, Jean-Richard, qu'est-ce que vous aviez envie de réagir juste avant de vous donner la parole, Après, pour l'opposition, là où je ne partage pas la assez vie rapidement, forcément on va qu'on passe de au Laurent, second sujet. après, on a affaire à des régimes qui ne sont pas forcément légitimes. Mais qui décide de la légitimité d'un Permettez qu'il réponde. Des régimes qui ne sont pas forcément légitimes, des, Une minute des chacun, régimes rapidement, avant de populistes passer au qui second. viennent et pour haranguer les foules, qui tiennent un certain nombre de propos accusant la France, trouvant des boucs émissaires. Au Niger, c'est vrai que la France a eu des réactions que je ne partage pas forcément, mais le régime nigérien n'est pas forcément un régime... Et le régime tchadien? En ne reconnaissant pas le régime putschiste qui s'est installé au pouvoir. Et le régime tchadien? Allez-y. Il est légitime, le régime tchadien. Permettez-moi, La légitimité allez-y, est sélective. Je voulais revenir justement sur un tout petit point de vue. En une minute, oui, avant de... Sur la monnaie. C'est vrai que la France est utilisée comme lieu pour frapper certaines monnaies, comme vous avez cité. Mais je voulais prendre un cas juste pour parler de la responsabilité de nos élites. Je prends le cas de la grande RDC. La monnaie officielle de la RDC, c'est le franc congolais. Donc vous savez qu'il y a une dollarisation de l'économie dans la RDC. Oui. Les Congolais préfèrent utiliser le dollar au détriment du franc congolais. Et cela vient de quoi? Cela vient de la mauvaise utilisation de la monnaie congolaise par les élites. Il est grand temps qu'on prenne la responsabilité et qu'on mette le doigt sur la responsabilité. C'est aussi le cas du Zimbabwe. Il faut dire que nos élites, quand elles ont la responsabilité, elles ne gèrent pas comme il le faut. Donc il ne faut pas, je dis qu'il ne faut pas toujours pointer du doigt la France. La France. Nos élites utilisent certains arguments pour en parler. On prend le cas du Niger. Bon, moi je ne peux pas venir dire ouvertement que au Niger, personne n'a empêché le Niger de pouvoir vendre son uranium à l'Iran ou à la Corée du Nord. Ah, bon, je pense que les autorités nigériennes ne sont pas aussi, je ne voulais pas utiliser un thème, mais elles savent qu'elles ont besoin d'avoir aussi une coopération économique. Et quand on sait que l'Iran est en train de développer un programme nucléaire, elles ne vont pas s'amuser à aller donner leur uranium à l'Iran. Donc, elles sont assez sages sans doute, mais je n'ai pas d'affirmation pour le dire. On a empêché le Niger de le faire. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces allégations. Sur le second sujet, on va évoluer. On passe tout donc à la rencontre de Diomaye Faye et Emmanuel Macron, qui a eu lieu donc récemment donc à la faveur du sommet sur, rappelez-moi un peu le terme. Hein, la vaccination. Voilà, sur les vaccinations. Donc, il y a eu lieu donc à Paris. Et donc, en marge de ce sommet, il y a eu donc cette rencontre à l'Élysée entre le président nouvellement élu du Sénégal, qui est issu d'une formation politique plus ou moins proche des milieux dits souverainistes africains, et le président français. Beaucoup en ont été choqués à la vue de ces images-là, mais pourquoi est-ce que Diomaye Faye réserve donc sa première visite hors d'Afrique à un chef d'État français ou au chef de l'État français? Beaucoup en ont été choqués avec des critiques virulentes sur les réseaux sociaux, on en a même vu un peu partout. Alors justement, sur ce point, Jean-Richard Nguessan, est-ce que vous avez été surpris de la démarche de Diomaye Faye vu les avances de la question de pouvoir? Pas du tout. On connaît les relations entre la France et le Sénégal. Et on sait que le Sénégal abrite également une base militaire en France. Et on connaît les rapports que les différents pouvoirs qui se sont succédés au Sénégal ont eu avec la France, partant de Léopold Sédar Senghor à Diouf, en passant par Wade ou encore à Macky Sall. C'est vrai que par moments, lorsque nous sommes dans l'opposition, lorsqu'on a quelques élites dans l'opposition, on fustige la France. Mais quand on le veut ou pas, la France était partenaire de choix. Et on ne va pas balayer du revers de la main une relation avec la France. C'est vrai que dans certains panafricanistes, en griffe, on souhaitait que Diomaye Faye ne parte pas en France. Mais moi, je salue sa rencontre avec Macron et cela augure, pourquoi pas, de bonnes relations entre la France et le Sénégal. Il nous faut forcément pour nos États, on ne va pas forcément, par rapport aux relations qu'on a eues avec la France, dire aujourd'hui qu'il ne faut pas collaborer avec la France. Là, je ne suis pas d'accord. Laurent Monti?
Alors, il y a une double lecture. La première lecture, c'est de dire que lorsqu'ils étaient... Le PASTEF, on connaît la ligne idéologique du PASTEF, on connaît l'histoire du PASTEF, on sait que le PASTEF est un parti de Diomaye Faye et Ousmane Sonko. C'est vraiment positionné, a eu des positions très très dures à l'égard de la France lorsqu'ils étaient dans l'opposition. On se rappelle même d'ailleurs, tout premier ministre qu'il est, Ousmane Sonko a même, lorsqu'il a rencontré Jean-Luc Mélenchon, il a eu des propos très très difficiles, très durs à l'égard de la France. Maintenant, une chose est d'être opposant, une autre chose est d'être président. Comme disait Jean Richard, encore une fois, ce n'est pas une question d'être anti-français ou pro-français. Il y a une relation qui est là entre la France et le Sénégal. Une relation qui est historique, une relation qui est ancienne. Et lorsque vous êtes président du Sénégal, vous ne pouvez pas mettre vos intérêts, vos opinions personnelles en avant. C'est l'intérêt national qui prévaut. Et il y a des relations qui sont anciennes avec la France. Donc, ce n'est pas choquant. La France n'est pas l'ennemi ou quoi que ce soit. C'est juste vraiment, ils l'ont dit, c'est rééquilibrer la relation, partir sur une relation gagnant-gagnant, une relation de respect, de souveraineté de part et d'autre. Donc, c'est tout à fait normal que les présidents se rencontrent. Lors d'une première visite, bon, moi, je ne vois pas forcément une portée, il ne faut pas lui donner plus d'importance que cela. C'est normal que Diomaye Faye rencontre le président Macron. Maintenant, il faut savoir que certaines opinions publiques africaines sont si éruptives que dès qu'on parle de la France, dès qu'on rencontre un président français, on est collaborationniste, etc. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir raison garder. Jean-Marc Kwame, est-ce que vous avez été surpris personnellement? Est-ce qu'après son élection, vous êtes dit, mais Diomaye Faye chez Macron, ce n'est pas pour demain? Non, pas personnellement, parce que il y a la politique, il y a la campagne, il y a ce qu'on peut dire tenir dans nos salons, et il y a la vérité, il y a la réalité. Quand au Sénégal, vous avez une grande partie de votre diaspora qui rapporte de l'argent au pays et qui vit en France ou aux États-Unis, pendant la campagne, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais quand vous arrivez au pouvoir, comme Laurent a pu le dire, il y a la réelle politique qui est en face de vous. Donc vous tenez compte de la réelle politique. C'est ce que j'ai dit. Très bien. Alors là, le PASTEF, donc, on le disait tout à l'heure, est très proche des milieux dits panafricains. Beaucoup en ont été choqués. Je lui rappelais donc en ouverture, disons, à l'abordage de ce thème que nous développons donc en ce moment. Beaucoup ont critiqué cette approche de Diomaye Faye sur le plan géostratégique. Certains s'attendaient à ce que, en tant que tout nouveau président élu du Sénégal, il se rapproche plutôt de la Russie, avec Vladimir Poutine, qui semble être, pour les milieux dits panafricanistes, une sorte de messie. De messie, voilà, qui est garant de la souveraineté, de la liberté de l'Afrique et tout ça. Ne craignez pas que cette orientation géopolitique puisse nuire à, je ne dirais pas la renommée, mais disons, à la popularité du régime sénégalais dans les opinions anti-françaises en Afrique? Oh, pas forcément. Moi, ce qui me désole aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouveau type de panafricanisme qui souhaite qu'on se détache de la France et qu'on s'attache à la Russie. Se détacher d'une puissance militaire et s'attacher à une autre puissance militaire. Moi, je pense que c'est un leurre. Il faut, pour ma part, diversifier les collaborations et les différentes relations. On ne va pas quitter la France et s'attacher à la Russie. Et aujourd'hui, prenons le cas du Mali, lorsque Wagner s'installe au Mali, je ne crois pas que c'est plus pour soutenir le régime au pouvoir que pour apporter de la sécurité. La Russie est dans le business également. Donc, dit qu'il faut s'attacher à la Russie, se détacher de la France, je pense que c'est des raisonnements qu'on doit, pourquoi pas, on doit s'éloigner de ce type de raisonnement et puis diversifier pour ma part les différentes relations. Laurent Montier, les réactions des milieux pro-russes en Afrique, parce que c'est le cas, puisqu'on le voit, je ne vais pas les citer ici, hein, mais beaucoup sont sortis, beaucoup qui prônent donc l'avènement de la Russie messianique qui vient sauver l'Afrique et tout ça. On les a vus, mais crier sur tous les toits avec des cris d'orfraie, mais qui disent non, mais il faut que, pourquoi est-ce que ce n'est pas avec la Russie d'abord? Votre réaction justement à ces retours de ces soi-disant panafricanistes? Il faut savoir que Diomaye Faye, il a une personnalité quand même qu'on observe, il est très posé, il a l'air d'être très réfléchi. Et ce n'est pas quelqu'un qui va avoir des réactions épidermiques ou réagir en fonction de quelques groupuscules qui veulent absolument de la Russie. Le Sénégal
est un pays qui fait preuve de stabilité. On parlait tout à l'heure de légitimité, de l'égalité, et on peut difficilement voir ce qu'on voit par exemple au Niger ou dans des pays où il y a des coups d'État, parce que les présidents sénégalais jouissent d'une légitimité en plus de leur légalité, parce que le système démocratique est sincère, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays dont on ne parle pas, parce qu'il y a des pays où on parle des coups d'État militaires, mais il y a des pays qui font aussi des coups d'État institutionnels et politiques parce que les élections sont biaisées. Je ferme la parenthèse. Ce qu'il faut dire par rapport au Sénégal, c'est que ils sont responsables. Les Sénégalais ont une culture politique, ont une conscience politique beaucoup plus avancée parce qu'ils ont une pratique de la démocratie qui est ancienne, qui est ancrée, et ils ont une société civile forte, très active. Donc aujourd'hui, moi je vois mal Diomaye Faye se tourner vers la Russie pour une coopération militaire poussée et puis chasser la France, etc. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pour le Sénégal de regarder les intérêts du Sénégal et d'asseoir la souveraineté du Sénégal. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont fait campagne. Ils ont fait campagne pour dire qu'ils veulent véritablement un Sénégal souverain avec des rapports gagnant-gagnant et un respect mutuel. Si la France s'inscrit dans cette logique-là, il n'y a aucune raison que la France ne collabore pas avec le Sénégal. Si la Russie s'inscrit dans cette logique, il n'y a aucune raison pour que la Russie ne collabore pas avec le Sénégal. Donc je pense, et ils l'ont dit d'ailleurs eux-mêmes, que le Sénégal, et pour même aller, pour revenir en Côte d'Ivoire, le président Ouattara l'a dit, la Côte d'Ivoire n'a pas d'ennemis, elle n'a que des amis. Donc ceux qui veulent respecter notre souveraineté à nous, Africains, je rejoins Jean-Marc pour dire que c'est aussi notre responsabilité de nous faire respecter sur la scène internationale par une bonne gouvernance en instaurant des systèmes démocratiques qui assurent une véritable légitimité à nos dirigeants, qui leur donnera de la force véritablement pour se mouvoir sur la scène internationale. Donc c'est véritablement ça le vrai problème. Pour moi, le problème, ce n'est pas une question de la France, de la Russie, etc. C'est qu'est-ce que nous voulons, comment nous nous voyons et comment nous nous projetons et comment nous engageons nos rapports avec les autres États. Pour moi, c'est ça le véritable enjeu et c'est ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Je termine en disant, Raymond, qu'on a une dynamique à l'œuvre depuis une dizaine d'années en Afrique. L'Afrique est en train de changer. Il y a un rapport qui sort tout le temps, très souvent, je pense tous les 2 ans ou 3 ans, le rapport de la CIA qui montre les grandes tendances mondiales. Et dans ce rapport, et quand on parlait de la Covid, ils arrivent à faire des projections. Par exemple, ils avaient prévu qu'à l'issue de la Covid, il y aura des coups d'État en Afrique. Et c'est ce qui est arrivé dans des pays comme le Gabon. Et tout ceci est lié à toute une gestion qui n'a pas été mise en place et qui éclate au grand jour. Donc aujourd'hui, la véritable question, c'est comment les pays africains peuvent véritablement asseoir leur souveraineté sans forcément rentrer en conflictualité avec la France, la Russie, etc. C'est ça le véritable problème. Donc revenons justement à l'avenir de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel. Voilà un bloc dans lequel beaucoup avaient espéré que le Sénégal s'intègre. On s'est dit avec l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye, il était presque certain qu'avec les discours tenus justement en tant qu'opposant par le binôme Sonko-Faye, on s'acheminait vers justement un élargissement de cet ensemble régional pour dire le Sénégal nous rejoint, peut-être d'autres États plus tard en tant que première économie de la zone sahélienne. Il faut le préciser. Là, avec la trajectoire de Diomaye Faye, tout semble plomber à ce niveau. Est-ce que, justement, avec la rencontre avec Macron, vous estimez qu'il se démarque carrément de ses homologues, enfin, si on peut le dire ainsi, parce que tous sont des putschistes, mais de ceux qui dirigent, qui ont l'effectivité du pouvoir dans les États de l'AES? Bon, moi, déjà, une simple visite, déjà, c'est pas une visite officielle. Il a rencontré le président Macron parce que la diplomatie l'impose à la suite d'une conférence internationale dont le Sénégal avait intérêt d'y participer. Donc déjà, ça n'augure pas un changement de paradigme par rapport au PASTEF ou de la politique proposée par le PASTEF. Il n'est pas en visite d'État officielle. C'est une rencontre informelle, je pourrais le dire ainsi, à la suite d'une conférence internationale. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point dans ce que je suis en train de réaliser, c'est qu'on est dans une forme de nouvelle guerre froide, une guerre froide économique, entre deux blocs, le bloc de l'Ouest à nouveau et le bloc de l'Est. Le bloc de l'Est représenté par la Chine et la Russie, et le bloc de l'Ouest par ce que nous savons déjà depuis, et puis on a le bloc des non-alignés. L'Occident. Des non-alignés. Quand nous regardons bien, la Chine a commencé à pénétrer déjà économiquement l'Afrique, en investissant partout, en donnant de la dette, en faisant des infrastructures. Et maintenant, la Russie, qui est son associé sur ce bloc de l'Est, vous regardez, la Russie n'investit même pas économiquement. La Russie investit militairement. La Chine investit économiquement. Et la Russie investit militairement pour donner, vous avez la sécurité, on va vous donner des armes, on va faire ceci, on va faire cela. Dans un nouveau rapport de force, parce qu'ils se sont constatés que, bon, y a les nouveaux peuples ou bien les jeunes ou une nouvelle élite dit on en a marre de la France, on en a marre de la France. Mais en réalité, comme Jean-Michel a dit, et surtout comme Laurent l'a dit,
on peut sortir de ce panafricanisme où on ne va pas chez Paul, on ne quitte pas Paul pour aller chez Pierre, mais on s'assume. Moi, c'est ce que je veux qu'on retienne et prenne ses responsabilités au détriment de tout cela. Le président personnel, Muammar Kadhafi, avait une vision, avait une très forte vision qui a dérangé tout le monde, parce que je suis bien d'accord quand on vient me dire c'est la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne qui ont orchestré l'assassinat du président Kadhafi. Mais où était la Russie pendant ce temps? Où était la Chine? Le président libyen avait l'intention lui-même, avec les fonds libyens, de construire le siège de l'Union africaine. C'est la Chine qui l'a fait aujourd'hui. Alors, les Africains étaient où? Cette même Russie, cette même Chine était où? Elles ont cautionné cela. Aucun État africain n'a véritablement condamné cela. La chute de Muammar Kadhafi. Tout le monde a cautionné cela. Donc, moi, je veux rappeler juste aux panafricanistes, on ne laisse pas Pierre pour aller chez Paul. Quand on n'est pas d'africaniste, on s'assume. Très bien, Jean-Richard. Parlant de l'AES et du Sénégal, ça m'étonnerait qu'un régime démocratiquement élu puisse s'amouracher avec l'AES. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, l'AES, on a affaire à des putschistes. Vous le dire clairement, ils sont des putschistes. On a affaire à des putschistes. Et aujourd'hui, au niveau du Sénégal, on a un pouvoir qui est légitime, qui est légal, démocratiquement élu. Et alors qu'au niveau de l'AES, on a affaire à des populistes, des personnes qui ont une seule vision, s'éterniser au pouvoir, aucune politique à long terme en termes de développement. Ils avaient critiqué les régimes démocratiquement élus de ne pas apporter suffisamment de sécurité, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous est donné de voir, c'est des pays qui sont instables. On fonce dans la crise sécuritaire. Et au niveau du Mali, on a fait appel, comme je le disais tantôt, à Wagner. Et lorsqu'on suit... Même au Burkina Faso également. Même au Burkina Faso. Et au Niger. Lorsqu'on suit l'actualité au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali... La situation de la guerre est réduisante. Et c'est fort dommage. On nous a vendu en quelque sorte du pipeau en griffe. Le manque d'alternance politique aujourd'hui, c'est ce qu'on assiste avec l'embrigadement des partis politiques et tout ça. Et moi, surtout, c'est l'argument de proroger les transitions. Une transition en disant je stabilise d'abord mon pays avant d'organiser des élections. C'est se foutre du et en espérant que la Russie va venir stabiliser ces différents pays. Et en sortant de la CEDEAO, dès qu'on s'achemine vers la fin de la période de transition convenue avec les instances régionales, alors on dit tout de suite, on est à 1 semaine, 2 semaines de l'expiration du délai, je sors de la CEDEAO. Et ce que je souhaite, ce que je vais ajouter assez rapidement, ces pays ont trouvé un bouc émissaire. La France. Ah mais dès qu'on fait un coup de tas, c'est la France. Alors Laurent Monti, j'aime bien voir Raymond Adji comment vos yeux brillent quand on est d'accord avec vous. C'est une réalité. Mais IBA a justifié son coup d'État par la France, le capitaine Ibrahim Coulibaly du Burkina Faso. C'est la seule base sur laquelle il est venu au pouvoir quand il venait le coup d'État contre Damiba. C'est le seul argument, la France veut nous attaquer. Allez-y, je vous laisse conclure. C'est quoi la question? Votre réaction à ce que nous étions en train de dire tout à l'heure? Ma réaction par rapport à oui, bien sûr, oui, allez-y. Okay. On va conclure avec vous. Désolé, je vais peut-être vous attrister. Allez-y, c'est votre opinion. Oui, ma réaction, mon opinion. Moi, je considère qu'on est en train de tourner en surface. Il y a eu coup d'État militaire. Il y a des coups d'État institutionnels avec des 3e, 4e, 5e, 10e mandats. Ça, on n'en parle pas. Mais comme c'est les armes, on en parle. Je suis totalement contre les coups d'État. Mais pourquoi il y a des coups d'État? Parce que les régimes démocratiques ont failli. Parce que, je le redis, si au Sénégal, vous allez difficilement voir un coup d'État parce que les institutions sont solides. Les pays où vous avez vu des coups d'État, c'est parce que les institutions démocratiques ont failli. Par conséquent, ce qu'il faut régler, c'est bien évidemment la question de coup d'État, mais au-delà de ça, il faut remettre les institutions à plat. De telle sorte que dans 10 ans, dans 15 ans, le Mali, le Burkina, les pays dont vous parlez ne revivent pas des coups d'État. Il y a des coups d'État parce que les gens qui ont été, vous le dites, démocratiquement élus, mais on sait comment la démocratie a lieu dans ce pays. Si la démocratie, c'est juste aller voter et puis après les résultats sont tronqués, mais que la Cour constitutionnelle, à la tête de laquelle vous avez mis votre ami, vient vous déclarer vainqueur et que d'accord, vous avez la légalité internationale, mais
les Maliens qui sont sur place, qui vivent au Mali, nous sommes ici en Côte d'Ivoire, les Maliens qui sont sur place, qui vivent au Mali, qui subissent les affres, les détournements, quand on voit le fils du président rouler dans de grandes voitures et narguer les gens, etc. Tout ça, ça crée de la frustration. Et donc, ça peut pousser les gens à soutenir malheureusement, quand je dis les gens, les Maliens qui vivent ça, malheureusement ces coups d'État-là. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est effectivement de redonner, Barack Obama l'a dit, les pays africains n'ont pas besoin d'hommes forts, ils ont besoin d'institutions fortes. Les institutions subsistent aux hommes. Donc, Assimi Goïta, ils passeront. Mais demain, quel est l'héritage qu'on doit laisser à nos États? Ce sont des institutions fortes. Et dans ce cas-là, c'est pas une question de France, c'est pas une question de Mali, c'est pas une question de Russie ou j'en sais rien. C'est une question, Jean-Marc l'a dit, de nous-mêmes. Quel est l'héritage que nous allons donner à nos enfants? Nos enfants grandiront demain. Est-ce qu'ils vont encore arriver dans des pays où on va encore balbutier parce qu'il y a eu un coup d'État, parce que les élections n'ont pas été transparentes, parce que, etc. C'est ça la vraie question. Dotons-nous d'institutions crédibles, démocratiques, comme on l'a vu au Sénégal. On a vu des juges constitutionnels qui ont été nommés par Macky Sall, qui ont désavoué Macky Sall. Et c'est ça la force de la démocratie. Et nous voulons voir ça dans tous nos États, de telle sorte que demain, on ne soit pas simplement à critiquer des putschistes. C'est vrai, ils ont fait un coup d'État, mais avant ça, on n'a pas beaucoup entendu les gens critiquer la gouvernance de la CEDEAO, qui est une CEDEAO des chefs d'État, qui n'est pas une CEDEAO des peuples. On n'a pas entendu les gens parler de la CEDEAO qui voulait aller attaquer le Niger, mais qui n'a pas attaqué d'autres États. Restaurer l'ordre démocratique au Niger. Donc il faut être juste. C'est important justement de revenir dans l'exactitude des termes, plutôt de restaurer l'ordre démocratique au Niger et non d'attaquer le Niger. Cela n'a jamais été dit par la CEDEAO. On va refermer le débat. Merci. Il y a eu des menaces d'attaquer militairement pour attaquer le Niger, pour rétablir pour rétablir l'ordre au Niger. Mais c'est important que vous employez les termes exacts parce que le populisme c'est très dangereux. On va donc refermer là-dessus. On va donc se séparer sur cette note. Merci à vous. Merci à vous Laurent Monti, très en verve, Jean-Richard Nguessan, très perspicace dans l'analyse. Jean-Marc Kwame Moro, le nom, il fallait le rajouter. Jean-Marc Kwame Moro, vous avez été aussi très précieux donc, pour la compréhension de tous ces sujets-là. Et moi, je ne l'ai pas été. Vérité. Ah, mais si vous l'avez été. D'accord, merci de le dire. Le devoir de vérité, c'est donc terminé pour ce numéro. On va se dire au revoir et à très bientôt.